Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. Le général Tiani en visite d'amitié et de travail à Bamako, puis à Ouagadougou, le président de la transition de fait au Niger, le général Abdourahmane Tiani, était en visite d'amitié et de travail ce jeudi à Bamako au Mali, puis à Ouagadougou au Burkina Faso où il a rencontré ses homologues Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, évoquant une visite d'amitié et de reconnaissance aux autorités d'amitié et de travail. Plutôt le président de la transition a témoigner sa reconnaissance aux autorités du Mali, selon l'agence nationale de presse du Niger, qui rapporte que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux États qui traversent des périodes de transition. Les mêmes défis de sécurité est lié depuis le 16 septembre par l'Alliance des États du Sahel. C'était aussi l'occasion pour le général Abdourahmane Tiani de remercier de vive voix son homologue malien pour le soutien du Mali face à l'embargo et la menace d'intervention de la CEDEAO. Il s'est également rendu au Burkina Faso et également témoigné ses vifs remerciements au peuple burkinabé. Visite ou journée marathon pour le général Tiani qui s'est rendu chez ses deux homologues du Mali et du Burkina Faso, Justin Anani. Oui, je pense que c'est une démarche entre les responsables qui sont appelés aujourd'hui la junte au pouvoir. Vous prenez le Niger, vous prenez le Mali et le Burkina Faso, ces pays-là sont considérés comme des pays hors la loi, ces dirigeants-là surtout. Donc c'est sa première sortie et quand vous écoutez cette déclaration, c'est une démarche qui va vers la reconnaissance de ce que le Burkina a apporté à ce pays Niger, qui est sous l'embargo donc décrété par la CEDEAO. Le Mali qui soutient également ce pays, le Niger, parce que la plupart des produits maintenant passent par le Burkina Faso et le Mali avant d'atterrir au Niger. Donc à travers cette démarche-là, donc je pense que le général Tiani, qui est au pouvoir, veut témoigner sa gratitude non seulement à ces autorités-là, mais au même moment et montrer que à travers le bloc qu'il y a aujourd'hui entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, donc ce bloc-là va constituer peut-être un front et que ça va aller de l'avant. Donc, c'est une démarche non seulement de reconnaissance, mais aussi au plan politique. Et ça joue gros. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que certains pays ont pris position vis-à-vis de ce qui s'est passé au Niger et qui ont même déclaré qu'ils envoieront des forces pour aller déloger donc, les militaires au pouvoir au Niger. Mais avec le soutien du Mali, du Burkina Faso et du Mali, donc automatiquement, aujourd'hui, on ne parle plus d'attaque contre la junte au Niger. Plutôt, on cherche maintenant à trouver des voies et moyens, la diplomatie, pour pouvoir régler ce problème-là qui est au Burkina Faso, qui est au Niger. Donc, ce qui est sûr, ils ne vont plus faire marche arrière. Ces trois pays, ces trois dirigeants ne feront plus marche arrière, quel que soit ce qui est devant. Ils sont dans leur logique. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous voyez l'engagement du capitaine Traoré également au Burkina Faso et avec la démarche également de Tiani. Donc je pense que lorsque ces pays-là font bloc, certainement qu'ils auront gain de cause. Eric Johnson, le général Tiani à Bamako chez Assimi Goïta, puis à Ouaga chez le capitaine Traoré. Oui, mais c'est de bonne guerre. C'est l'histoire de trois compagnons de misère. Alors, ces trois pays-là que nous appelons communément les pays de l'Interland sont dans une situation politico-militaire un peu délicate aujourd'hui. Et je crois qu'ils sont en droit de se mettre ensemble pour lutter justement contre ces djihadistes, ces terroristes-là qui donnent de l'insomnie aujourd'hui à tout le monde entier et en l'occurrence au pays du Sahel. Oui, le général Tiani, il est allé dire merci au Burkina et au Mali, et justement parce que quand il a fait son coup d'État, et la CEDEAO a pris des sanctions,
c'est pas la CEDEAO seule. Il y a l'Union africaine, il y a l'OIF, il y a l'UE, il y a les États-Unis et tout ça. Et donc, quand toutes ces organisations-là mettent en place une sanction, c'est que le pays doit forcément souffrir. Et si il a pu garder le pouvoir jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu même des menaces de représailles, d'intervention militaire de la CEDEAO, etc. S'il a pu quand même tenir jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu des soutiens. Et la plus grande partie de ce soutien-là lui est venu du Burkina et du Mali, qui également sont dans la même situation avec des pouvoirs issus de coups d'État. Maintenant, si nous allons au-delà de cette configuration, il faut aussi dire que ces pays ont en commun des populations qui sont dans une extrême pauvreté. Et si vous ne collaborez pas, si vous ne vous mettez pas ensemble pour trouver une stratégie d'approche, parce que en réalité, toutes les organisations régionales ou continentales servent à cela. Comment réfléchir ensemble pour permettre à nos populations de sortir de leur situation de pauvreté. Et donc, je pense que c'est important pour ces trois pays-là de se mettre ensemble pour préparer un avenir beaucoup plus serein pour leur population, au-delà de la guerre qu'ils sont en train de mener contre les groupes terroristes et djihadistes qui les bousculent quotidiennement. Donc, je pense que au-delà de l'aspect politique militaire, il y a aussi l'aspect économique. Et donc, peut-être qu'on aura encore le temps d'en débattre. Jérôme, le général Tiani à Bamako, chez le colonel Assimi Goïta, puis à Ouagadougou, chez le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, mais c'est une bonne chose. Je crois qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. Et à mon avis, Tiani est à Bamako et à Ouaga pour exprimer de vive voix tout le soutien que ces deux amis lui ont apporté dans des difficultés que le Niger a connues après le coup d'État du juillet passé. Un adage de chez nous dit c'est dans la souffrance qu'on connaît les vrais amis. Si les autres pays de la CEDEAO... Comme moi, non? Dans tous les cas, je ne vais pas dire non. Okay. Ça fait plaisir quand même. Comme les autres pays de la sous-région, de la CEDEAO, ne veulent pas, en tout cas, soutenir ou sont contre l'action du général Tiani, dans tous les cas, dans une communauté, ce n'est pas tout le monde qui est contre tout le monde. Il y a forcément des gens qui apprécient, qui aiment ce qu'on fait. De l'autre côté, je crois que les trois pays ont créé une alliance avec pour objectif de lutter contre le terrorisme. Oui. Enfin, ensemble, dans le Sahel, pour désillusionner ou décourager ces terroristes. Et je crois même que cette alliance est en train de faire du bon travail et que depuis un moment, on constate les fruits, les résultats. Et donc, je crois que si les trois ne se racontent pas régulièrement, s'ils ne se donnent pas des codes, s'ils ne se disent pas des choses assez importantes, ils ne vont pas quand même arriver à l'objectif commun que nous souhaitons, en tout cas que moi, je souhaite personnellement. J'avais dit un jour autour de ce plateau qu'en réalité, la lutte contre le terrorisme doit être une lutte commune de tous les États de la CEDEAO. Tous les États de la CEDEAO. En réalité, lorsque Ouattara...
pas que, hein, parce qu'il y a aussi une partie. Oui, mais justement, oui, mais comme et du Maghreb aussi. Tout à fait. Mais comme la grande partie se retrouve en Afrique de l'Ouest, sur le continent ou dans la sous-région, lorsque le président ivoirien dit qu'il est prêt à aller découdre, avec le général Tiani, le déloger, hein, pour replacer Bazoum là-bas, parce qu'il disait qu'il avait déjà, que son armée est prête et qu'il y a tous les dispositifs qui permettront à son armée d'aller déléger. Je pense qu'il pouvait quand même mettre toutes ces forces-là au profit du Mali, du Niger et du Burkina Faso, pour qu'ensemble ils aillent lutter contre les terroristes, les décourager, les désillusionner, les éloigner du continent, et que cette partie du continent, c'est-à-dire le Sahel, trouve la paix. Les populations du Mali, du Niger et du Burkina Faso trouvent la paix. Maintenant, si les trois hommes ne se retrouvent pas, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont arriver quand même à aller jusqu'au bout de leur objectif. Et donc, c'est pour ça que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que Tiani pu aller voir Assimi Goïta, puis aller voir Traoré. Et de là, il faut quand même profiter des informations. Il peut profiter de tout ce que les deux là ont déjà mis en place pour quand même tenter de venir à bout de ces terroristes -là. Même si le Niger aussi est en train de se battre pour aller du côté de la Russie. Il y a déjà ces devanciers là, le Burkina et puis le Mali. Et ensemble, les trois vont faire un bloc, et que ce bloc-là pouvait quand même leur permettre d'aller plus loin dans la lutte contre ces terroristes. Donc moi, j'en appelle encore une fois à la conscience des autres pays de la sous-région, au lieu de vouloir à tout prix maintenir ces sanctions-là, que plutôt de les lever, puisque le truc l'a déjà consommé. Je ne pense même pas que si aujourd'hui on demande à Bazoum de venir prendre la place de Tiani, et il aurait accepté, je ne le pense pas. Donc c'est déjà consommé, le coup d'État l'a déjà consommé. Il faudrait que la CEDEAO lève ses sanctions, qu'elle fasse en sorte d'accompagner ces trois présidents qui sont en train de faire du bon travail, qui luttent contre le terrorisme, et qu'ensemble, la sous-région quand même fait éloigner ces terroristes-là pour donner la paix aux populations du Sahel. Justin Anani, le général Tiani chez Assimi Goïta, puis chez Ibrahim Traoré. Oui, je pense que ces trois chefs d'État défendent la même cause. Parce que quand vous les écoutez, d'abord, le nom, au-delà même du volet qui consiste à assurer la sécurité de leur territoire, ils ont évoqué également la mauvaise gouvernance. Et les populations sont des populations très pauvres. La gestion qui est faite de leurs pays respectifs ne correspond pas à la réalité au regard de ce que ces pays-là ont comme ressources. Donc, s'ils sont éloignés, c'est parce qu'à un moment donné, les corps arabiens ont eu le courage de poser les bases qu'il faut, éloigner les terroristes, éradiquer l'insécurité sur le territoire et faire en sorte que ce qui est profitable soit également soit à l'avantage de tout le monde. Je pense que c'est de bonne guerre. Et je me rappelle que les corps habillés, notamment les hauts gradés de ces trois pays-là, sont précédemment rencontrés. Et ils ont parlé de comment faire pour pouvoir éradiquer le terrorisme. Aujourd'hui, le Mali, avec les forces de Wagner, ont commencé par poser les bases. La semaine dernière ou les semaines précédentes, on a vu ce qui s'est passé dans la zone de Kidal, de l'autre côté. Et au Burkina Faso, à un moment donné aussi, avec le soutien organisé par les forces sur le terrain. Donc on a arrivé à dérober dans une localité les terroristes. Bon, au Niger, depuis un bon moment, on ne parle plus d'attaques comme avant. Bon, qu'est-ce qui se joue? C'est difficile quand même de le dire, mais je pense que lorsqu'on est dirigeant et que lorsqu'on est confronté à des difficultés parce que vous êtes écarté
Et vous avez posé une base de coup d'État qui n'est pas reconnue au plan national et international, vous êtes éloigné. Donc la meilleure des choses, c'est de se retrouver et définir, s'il le faut, la stratégie, comment faire pour évoluer. Et je l'ai fait observer tout à l'heure que le Niger est en difficulté. Donc la plupart des produits commerciaux passent par le Burkina Faso et le Mali. Donc il va de soi que ces pays-là soient quand même soient relevés au premier plan de la stratégie de ces dirigeants nigériens qui sont en difficulté, comme je l'ai dit. Mais au-delà de tout ça, ils doivent quand même bénéficier du soutien de leur population. C'est ce que je constate également au niveau du Niger, au niveau du Mali et également au niveau du Burkina Faso. Je pense que quand ils sont ensemble, donc ils feront mal. Alors, au-delà de l'aspect... Oui, je voudrais ajouter juste que avec les sanctions, avec les fermetures des frontières, ce n'est pas seulement le Niger qui est sanctionné, puisqu'il y a des pays de la sous-région aussi qui bénéficient justement des produits du Niger, notamment l'oignon. On a fermé la frontière. Ces pays-là qui ont donné ces sanctions, aujourd'hui commandent l'oignon là de très très loin du continent, et que ça leur revient très cher, plus cher. Et donc, moi je crois que ce serait mieux de lever cette sanction pour quand même permettre à ce que le Niger et les Nigériens, ils n'ont commis aucun tort. Donc, qu'on lève ces sanctions-là pour permettre à ce que les populations nigériennes retrouvent leur souffle. C'est très important. Vous avez vu tout ce qui s'était passé au niveau de la frontière, lorsque les camions sont garés, que les transporteurs manifestent leur mécontentement juste parce que leurs produits sont en train de pourrir. Ce n'est pas quand même une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose qu'on soit en Afrique, qu'on soit dans la même sous-région et qu'on fasse des choses comme ça à l'encontre d'autres pays. Ce n'est pas normal. Alors, au-delà de cet aspect militaire que nous venons d'évoquer, les aspects sécuritaires, surtout, vous venez de le commencer, le Niger subit les sanctions d'un peu partout, de l'UMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies avec leurs différents organes, de l'Union européenne, oui, je viens de le dire, un peu de partout. Et ces soutiens, le plus fort, c'est ces trois pays, et c'est ces deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, occasion aussi de s'enquérir peut-être des stratégies pour faire face aux sanctions économiques, puisque le Mali aussi est passé par là, Eric. Oui, c'est des pays qui ne produisent pas forcément grand-chose au plan agricole, par exemple. C'est des pays qui importent beaucoup pour nourrir les populations. Et donc, c'est forcément un coup très dur pour ces trois pays-là, il faut le reconnaître. Mais quelle sera alors cette stratégie-là si, en dehors de ces trois pays-là, il n'y a pas d'autre soutien? S'il n'y a pas d'autre soutien, par exemple, au nord de l'Afrique, un peu vers l'ouest, s'il n'y a pas d'autre soutien, je pense que ces pays-là ne pourront pas s'en sortir. Aujourd'hui, vous voyez, quand il y a eu ces sanctions, des ports sont fermés, alors que la majorité des produits passent par ces ports du golfe de Guinée pour aller vers ces pays de l'Interland. Alors, avec ces sanctions, évidemment, les gens seront obligés de faire, au lieu de faire les transits maritimes, ils seront obligés de faire des frais aériens qui coûtent encore plus cher. Et donc, la vie va encore être très chère pour le coût de la vie, je voudrais dire, sera encore très élevé pour ces populations. Mais je pense que, fondamentalement, ce que l'on demande aujourd'hui à ces pays-là, c'est de mener une transition, de donner une limite à cette transition-là, et qu'après, l'on puisse rouvrir les frontières et lever les sanctions qui pèsent sur eux. Je crois que c'est vrai. Et s'ils ne le faisaient pas?
mais la situation sera encore plus délicate pour les populations, malheureusement. Ce n'est pas les autorités qui souffrent. Parce que ce que l'on dit et ce qui se passe sur le terrain, il y a une grande différence entre ces deux situations. Je le confirme, parce que quand vous discutez avec des gens qui vivent dans ces pays-là, attention, les gens souffrent énormément. Nous-mêmes qui sommes là, nous n'avons pas de sanctions, mais la situation n'est pas du tout rose pour nous. Il faut le reconnaître. Et ces pays de l'Interland qui ont encore plus besoin des autres pays de la sous-région, qui sont sous sanctions, vous imaginez, le Niger, qui est le 5e pays le plus pauvre au monde, qui subissent là, vous imaginez. Il faut forcément que les dirigeants de ces pays-là trouvent quand même la bonne option pour que ces sanctions-là soient levées, tout simplement. Se réunir, c'est vrai, mais ce qui est évident, s'il n'y a pas le soutien des autres, ça va être très difficile pour la population. Justin, aspect économique de cette visite? Oui, non, au-delà de ça, moi, je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, si les institutions ou les puissances ou les États décident donc de sanctionner, de continuer par sanctionner ces pays, c'est vrai, comme Eric l'a dit, ce sont les populations qui ramassent les pots cassés. Mais j'ai l'impression que ces institutions, ces pays, ces décideurs-là n'arrivent pas à maîtriser réellement la situation. Parce que lorsqu'un pays comme le Mali, je dirais qu'il est divisé en deux. Une partie est contrôlée par les djihadistes, les terroristes, et l'autre partie, bon, clopant, sur la base de l'accord d'Alger, bon, on suppose qu'on peut gouverner, on organise des élections, il y a une partie qui ne participe pas. Je pense qu'on doit plutôt penser à l'intégrité réelle de tout le territoire, la sécurité de tout le territoire. C'est là où je suis d'accord avec ce qui s'est passé. L'accompagnement de ce groupe Wagner aux forces maliennes qui ont délogé les terroristes la fois dernière à Kidal. Même si on parle aujourd'hui de charnières qui sont un peu partout, bon, on peut quand même relativiser. Mais les charnières, ça se trouve partout. Ouais, dès vous prenez le Burkina aujourd'hui, de guerre, de conflit, vous prenez aujourd'hui le Burkina, il y a, dans certaines localités, les enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école. Ouais. Parce que ils reçoivent les instituteurs, institutrices, les directeurs reçoivent des menaces, la visite des terroristes, ils sont assassinés. Mais pourquoi ne pas aider ces pays-là à ce qu'il y ait la sécurité sur l'ensemble du territoire? Vous ne le faites pas, vous demandez à ces gens-là d'organiser des élections et de remettre le pouvoir aux civils. Mais l'expérience qui a été faite par les civils a démontré, à un moment donné, ils n'arrivent pas à maîtriser à maîtriser la manette. Donc je pense que sur cette base-là, on doit toujours penser, comme Jérôme l'avait dit, comment faire pour aider ces pays-là à ce que la sécurité règne sur l'ensemble de leur territoire-là. À partir de ce moment-là, l'armée peut retourner dans les casernes, arriver à assumer sa mission et les civils vont gouverner. Si quelqu'un qui est habillé pense que j'ai la volonté maintenant de venir gouverner, il quitte l'armée, il quitte les corps habillés, il se positionne. Si la population décide de lui accorder son option, donc à partir de ce moment-là, il peut. Mais lorsque les pays, le Niger, le Burkina et le Mali sont en difficulté, et vous décidez de sanctionner, moi je pense que c'est de trop. Donc c'est là où moi je dis qu'ils n'arrivent pas, ces décideurs-là n'arrivent pas à aider ces pays-là, mais plutôt ils ont des agendas cachés, malheureusement. Oui, moi je crois sincèrement que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés et les populations souhaiteraient avoir faim que d'être tués. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a les terroristes qui menacent, il y a les terroristes qui les tuent à tout bout de champ. Et s'il arrivait que les trois présidents se serrent les coudes et qu'il arrive quand même à déloger ces terroristes, je crois que les populations
vont les applaudir que de vouloir quitter le pouvoir et laisser ça encore entre les mains de quelqu'un, d'un kidam qui, en tout cas, ne maîtriserait pas justement tous les contours ou ne pourrait pas arriver à faire ce que ces trois dirigeants sont en train de faire actuellement. Moi, je crois que les populations de ces trois pays-là accepteraient plutôt la fin que d'accepter de mourir. Maintenant, lorsqu'on continue de parler des sanctions, c'est vrai, un temps, on a dit que le chef de l'État togolais a été sollicité justement pour mener les médiations, même si la situation de nos deux confrères qui sont en prison a un peu écorné l'image du chef de l'État et l'image du pays. Je crois qu'à un moment donné, le chef de l'État togolais va avoir les pistes sur lesquelles danser pour quand même permettre à ce que ces sanctions-là soient levées et que les Nigériens, les populations du Niger, soient quand même retrouvent leur souffle. C'est très important. Dans tous les cas, les sanctions-là, aujourd'hui, n'ont plus leur place. Parce que, je l'ai dit tantôt, le coup d'État de juillet est déjà consommé. Même s'il faut, comment appelle-t-on, penser, en tout cas, à remettre le pouvoir aux civils, il va falloir que le pays là soit sécurisé, que le pays soit en sécurité d'abord. Si on peut pas aller aux élections dans l'insécurité, dans la mesure où les djihadistes continuent de menacer, je ne pense pas quel pays pourrait quand même accepter organiser des élections lorsqu'il y a encore de l'insécurité dans tous les pays. Bon. Moi, je le dis et je le répète, dans tous les cas, cette situation de nos confrères, de nos deux confrères qui écornent l'image du chef de l'État togolais du Togo, M. Fognassiré va se décarcasser quand même pour trouver une piste juste et corriger cette situation-là. Merci beaucoup. À vous, rapidement, Eric. Oui, je pense que lorsque ça arrange, on dit on peut organiser une élection. Au Mali, la situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et pourtant on a organisé un référendum. Alors, ce référendum-là a été organisé dans l'insécurité totale. Donc pour mais vous, on ce peut n'est pas comparer. Pour moi, on ne peut ce pas n'est comparer pas ces deux situations-là. Rapidement, s'il vous plaît, le temps est contre nous, s'il vous plaît. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut voir dans quelle mesure on peut essayer de mettre en place des institutions qui permettent au pays d'avancer. Le Niger, après 63 ans d'indépendance, les militaires ont dirigé ce pays-là pendant les 2 tiers de cette période-là. Tout comme au Togo. Hein. Oui, on n'a dit ce qu'on ne vient pas. Mais quel est le niveau de ce pays-là quand on me dit qu'il faut laisser les militaires continuer? On y reviendra peut-être après le journal. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après.